Que la lumière engendre toujours la lumière, éternellement la lumière. Recevez ici et maintenant toutes les bénédictions de la vie, une et universelle. Aujourd'hui, nous allons donc conclure sans finir le sujet très épineux, très important de la masturbation. Je renvoie toutes les nouvelles personnes qui suivent cette partie de se référer aux capsules précédentes parce que nous avions fait donc la première partie, la deuxième partie, et ici nous sommes naturellement à la troisième partie qui va ouvrir les consciences à des choix que chacun serait prêt à faire. Mais une chose est sûre, vous verrez qu'en réalité, les choses procèdent de leur principe premier et leur principe premier est la résolution des choses. Les conflits se résolvent toujours dans le principe premier. Et donc, parler de la masturbation, vous avez compris tout au long qu'en dehors des opinions, en dehors des préjugés, en dehors de ce que chacun en pense, lorsque nous posons en questionologie, lorsque nous posons toutes les hypothèses de ce que nous croyons savoir de la masturbation, il reste néanmoins une question que nous devions nous poser. Sachez qu'une question signifie faire une quête, l'action de faire une quête. Donc, nous sommes en train de faire une quête, une forme d'investigation au cœur même de cette problématique pour en extraire le principe premier. Et donc, si nous revenons, n'est-ce pas, après toutes les hypothèses posées par la plupart des gens qui interviennent sur les réseaux sociaux, que les gens soient du domaine de la psychologie, de la sexualité ou de la sexologie ou même de la religion et tout ça, lorsque toutes ces opinions, ces hypothèses sont posées, il reste néanmoins une chose simple. Qu'est-ce que le principe premier dit et dicte de la masturbation? En fait, que signifie ou quel est le comportement à avoir en matière de masturbation vu du principe premier de la masturbation? Donc, allons-y de façon très claire. Le principe premier est toujours neutre. C'est normal. Le principe premier ne prend pas parti. Le principe premier n'est ni pour ni contre. Il est fondamentalement neutre. Et donc, par conséquent, il est important pour vous et pour moi, si nous devions nous poser la question de savoir quelle est la position du principe premier, de partir de ce point de neutralité. Et donc, considérer que toutes les choses de la nature sont fondamentalement neutres, que rien n'est bon, rien n'est mauvais, et que le caractère bon et le caractère mauvais d'une chose dépendra justement de l'utilisation de ce que nous en ferons jusqu'à un certain niveau. Gardez ce mot, jusqu'à un certain niveau. Et donc, ce qui peut constituer pour certains un poison peut être naturellement pour d'autres personnes un genre d'antidote. Ce qui peut être un problème pour certains peut s'avérer être une solution pour d'autres. Je m'amuse souvent à dire que personne ne souhaiterait mourir. De toute façon, pas de sitôt. Mais lorsque le vendeur de cercueils quitte la maison, il prie également Dieu pour pouvoir vendre ses cercueils. Cela fait partie donc du dilemme de la vie. Et est-ce que nous dirons que son travail est mauvais ou est-ce que nous, parce que nous voulons vivre, nous dirons que ce que nous voulons est bon et que lui, il est du côté du mauvais? Qu'est-ce qui nous permet de le justifier? Donc, nous devons partir du principe que les choses sont neutres par nature. Ce principe de neutralité fondamentale aux choses doit être le point de départ de la réflexion, compte tenu des domaines d'intervention de ce que nous voulions utiliser, de la chose, et sans oublier naturellement que, en fait, l'utilisation et la stigmatisation que nous portons sur une chose dépend, en fait,
dans un moment bien donné de l'histoire de ce que nous en faisons. Et c'est la raison pour laquelle le bien et le mal, naturellement, font partie de la morale, pas de l'éthique, puisque l'éthique, qui est donc plus profonde que la morale, nous renvoie de façon principielle à cette neutralité et naturellement ce que nous sommes en mesure de faire. Il y a une différence donc entre celui qui détient la connaissance et celui qui est sage. Vous comprenez que celui qui détient la connaissance peut faire toute une théorie sur les concepts du bien et du mal, mais au-delà de la connaissance, il y a aussi la sagesse. La sagesse voudrait que peut-être à un moment donné, tu donnes raison à celui qui a tort et que tu donnes tort à celui qui a raison. Vous voyez, cette façon de faire existe dans les villages africains parce qu'en dehors de tout, on recherche une chose qui est incontournable, c'est l'équilibre. Et donc, je vais vous expliquer dans cette dernière partie sur la masturbation, quelle est la résolution du principe premier par rapport à la masturbation. Cela ne vient pas de moi, puisque, comme je vous l'ai dit, les choses sont fondamentalement une solution. Eh bien, les problèmes ne sont que justement des outils qui nous mènent vers ces solutions. L'univers est solution, le tout est solution. Est-ce que vous voyez? Et donc, c'est la solution qui crée le problème, pas l'inverse. C'est la solution qui crée le problème. Le problème, donc, est tout simplement une forme de moyen par lequel la solution qui s'ennuie l'a créé. Vous voyez, c'est la solution qui, en s'ennuyant, a créé le problème. Donc, quand il y a un problème, il faut toujours se dire que la solution s'ennuie et donc le problème est là. Maintenant, de quelle solution il s'agit? Voilà. Donc, le principe premier est toujours la solution. Et cette solution, eh bien, nous l'avons toujours et nous pouvons la comprendre. Laissez tomber les opinions, les points de vue des uns et des autres. Chacun a fait son expérience de la masturbation. Il y en a qui n'en ont jamais fait. Il y en a qui ont fait. Il y en a qui, après avoir fait cette expérience, ont estimé que c'était mauvais. Il y en a qui continuent de faire cette expérience et estiment que c'est bien. Comme je l'ai rappelé, j'ai fait une formation sur la vérité de l'auto-érotisme où j'ai enseigné le principe premier de la masturbation dans une formation. La formation est toujours ouverte. Et donc, c'est une portion de cette connaissance que je partage avec vous. Dans cette formation, on ne parle pas souvent de masturbation, on parle de auto-érotisme parce que nous considérons que l'origine étymologique donc, du mot masturbation nous renvoie trop à l'impureté, à des choses sales, telles que ainsi codifiées, mais l'auto-érotisme nous conduit d'abord à comprendre que nous devions apprendre à prendre soin de nous-mêmes et que si nous ne prenons pas soin de nous, personne ne le fera. Et que c'est en apprenant à prendre soin de nous-mêmes que nous allons cultiver la force, le pouvoir et la magie de pouvoir apprendre à s'occuper des autres. Et donc, quelle est la résolution du principe premier? Donc, il ne s'agit pas de la masturbation est bonne. Il ne s'agit pas de la masturbation est mauvaise. Il faut retenir un seul mot, un mot qui résout, n'est-ce pas, cette peut-être complexité, cette problématique. Il s'agit d'un mot important, un mot qu'il ne faut jamais oublier, qu'il faut toujours garder à l'esprit. Un mot qui intervient, au-delà de ce mot, il y a son principe premier aussi, mais ce mot est très important. Est-ce que je dois prendre de l'alcool ou je ne dois pas prendre de l'alcool? Ce mot intervient. Est-ce que je dois sortir beaucoup de la maison, aller danser avec des amis, ou est-ce que je ne dois pas du tout sortir de la maison? Le mot là intervient. Est-ce que je dois faire une chose ou est-ce que je ne dois pas la faire? Le mot là intervient. Quelle est la limite? Je parlais tout à l'heure de niveau. Quelle est la limite où je peux supposer faire une chose et je peux ne pas supposer la faire? Le mot là intervient. Est-ce que vous comprenez? Ce mot fait partie de toutes les sciences spirituelles. Ce mot, c'est maîtrise, tout simplement. Oui, c'est le mot magique, la maîtrise.
Il est important de comprendre que ce qui fonde la sagesse, c'est la maîtrise. Donc, le problème ne sera jamais la masturbation. Le problème ne sera jamais la pornographie. Le problème ne sera jamais la sexualité, parce que même des personnes qui sont dans des sexualités réglementaires et réglementées, comme par exemple une vie de couple avec un homme et une femme, ces personnes n'ont pas non plus une saine sexualité. On est d'accord. La frontière, c'est la maîtrise. Où se trouve la maîtrise? Comment sommes-nous arrivés à la maîtrise? Comment est-ce que nous maîtrisons la situation? Je retourne toujours à cette dimension de la souveraineté de la conscience. Est-ce que lorsque j'agis dans un état donné ou par rapport à un état ou à travers une situation, est-ce que je suis souverain? Vous voyez, c'est important. Est-ce que ma souveraineté est garantie, est maintenue? Est-ce que je fais preuve de souveraineté? En fait, est-ce que c'est moi qui maîtrise ou est-ce que je suis maîtrisé? Comme je le disais, des personnes ont des sexualités normales et pourtant sont esclaves de leur sexualité. Est-ce que ces personnes sont mieux que les personnes qui pratiquent la masturbation? Non, parce qu'en réalité, le problème n'est ni la sexualité telle que vous la pratiquez en monogamie ou en polygamie ou en polyandrie. Le problème, c'est la maîtrise. Quelle est votre maîtrise de la situation? Et c'est ce que la masturbation permet de faire. Je reproche toujours, et ça c'est mon point de vue, je reproche toujours à toutes les personnes qui pratiquent la masturbation jusqu'à l'éjaculation. Parce que lorsque vous pratiquez la masturbation jusqu'à l'éjaculation, vous avez manqué la maîtrise. Vous avez fait preuve d'une absence totale, notoire de maîtrise. Lorsque vous perdez de l'éjaculation, eh bien, ce qui se produit, c'est énormissime. D'abord, vous perdez votre liquide séminal. Or, le liquide séminal, pour l'homme en particulier, c'est tout simplement son esprit. Or, son esprit est son fondement. Et ce fondement est en relation également avec son ossature, son squelette. Et donc, le squelette de l'homme s'affaiblit au fur et à mesure qu'il passe à l'éjaculation. Vous l'avez ressenti. Après chaque éjaculation, eh bien, vous vous sentez complètement affaibli. Mais est-ce que vous avez essayé une fois d'avoir une relation sexuelle avec votre compagne et de ne pas aller à l'éjaculation? Si oui, vous avez dû ressentir qu'en réalité, vous vous sentez tonifié, vous vous sentez bien, comme si tous vos muscles revenaient de façon fortifiée et vous sentez que vous rajeunissez. Vous sentez la circulation fluide de votre énergie de vitalité. Parce que là se trouve la frontière du jardin d'Éden. Dieu dit à Adam et Ève, revenons à cette histoire, hein, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, mais ce fruit-là, eh bien, ne le mangez pas. Mais manger ce fruit, c'est ce qui est interdit, mais il n'est pas interdit de contempler ce fruit. Il n'est pas interdit de vivre les tentations de ce fruit. Ce qui est interdit, c'est de le manger. Manger ce fruit, c'est perdre son liquide séminal. Mais s'amuser avec ce fruit, vivre l'expérience de la tentation que moi j'appelle investigation, vivre l'expérience de la connaissance suite à l'investigation, ça, c'est ce qu'on appelle le désir. Vous ne pouvez pas fuir le désir. Vous devez entrer dans le désir. Vous devez faire l'expérience du désir. Et pourtant, tout en étant au cœur du désir, vous deviez être en mesure de vous maîtriser. Vous voyez, c'est important. Vous ne pouvez pas fuir le désir, rester dans le désert et dire, j'ai atteint la maîtrise. Qu'est-ce qui prouve que vous avez atteint la maîtrise? Qu'est-ce qui garantit que vous avez atteint la maîtrise? Vous n'avez pas combattu. Que maîtrisez-vous? Est-ce que vous comprenez? Pour pouvoir dire que vous maîtrisez quelque chose, il faut pouvoir combattre la chose. Il faut pouvoir aller dans l'antre de la chose et en ressortir comme le lotus
totalement pur, sans être corrompu. C'est ce qu'on appelle un état de maîtrise. Donc, il y a des personnes qui peuvent entrer dans la masturbation et qui se laissent complètement, je dis bien complètement, dominer parce que la domination intervient lorsque vous éjaculez. Retenez bien mes mots et je suis précis là-dessus. Si vous pratiquez la masturbation, tant que vous n'éjaculez pas, vous verrez qu'en réalité, c'est vous qui maîtrisez votre masturbation, votre auto-érotisme. Il y aura des moments où vous en aurez envie, il y aura des moments où vous n'en aurez pas envie. Et naturellement, vous ferez tellement bien l'amour à votre compagne. Par contre, lorsque vous perdez votre liquide séminal, vous constaterez qu'après, vous devenez dépendant de la masturbation et naturellement, vous n'arrivez plus à être performant avec votre compagne au lit parce que vous serez complètement absorbé par le plaisir personnel que vous ne serez plus en mesure de rentrer dans l'échange avec votre partenaire. Et ça arrive justement parce que vous mangez le fruit, parce que vous éjaculez. L'éjaculation entraîne automatiquement une dépendance, car la dépendance est contenue dans le fait même de consommer le fruit, dans le fait même de l'éjaculation. Lorsque vous éjaculez, vous ressentez une baisse automatique d'énergie, mais surtout de plaisir et de désir. C'est comme si le désir était à un pic élevé et d'un seul coup, plus rien. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Le corps a gardé en mémoire le fait que ce désir était important pour vous. Alors, qu'est-ce que le corps va faire? Eh bien, le corps qui a créé d'ailleurs une entité qui conduit à l'éjaculation, parce que si vous n'allez pas à l'éjaculation, naturellement, il n'y aura pas une entité qui vous poussera à l'éjaculation. Mais quand vous allez à l'éjaculation, vous créez une entité par cette habitude-là qui vous poussera à l'éjaculation. Il y a une grande différence entre éjaculer et ne pas éjaculer. La différence fondamentale est là. C'est là que se trouve la maîtrise. Ne confondez pas non plus l'éjaculation à la jouissance. La jouissance est une satisfaction intérieure. Il vous arrive certainement de faire l'amour sans éjaculer et d'être satisfait. Exactement. Il vous arrive également de ne même pas faire l'amour, d'être avec votre compagne, de vous caresser, de vous embrasser et d'être satisfait. Ça, c'est la jouissance intérieure. Mais l'éjaculation, c'est la perte du liquide séminal. Et tant que vous perdez votre liquide séminal, vous créez une entité qui demain va dire, je vous l'explique, je vous l'interprète, va dire, j'avais un pic de désir. Ce pic de désir me manque. J'ai envie de le retrouver. Est-ce que vous voyez? Et donc, vous continuez à vous masturber. Et quand vous masturbez, vous atteignez ce pic de désir et vous êtes content. Mais étant donné que ce pic de désir va aboutir inévitablement à l'éjaculation, eh bien, vous éjaculez. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez encore envie de ce pic de désir. Et vous rentrez dans une forme de redondance et donc de dépendance. Maintenant, prenez l'autre cas simple, où vous n'éjaculez pas du tout, où c'est vous qui êtes le souverain du désir. Parce que le désir est là, c'est une entité. Je l'ai déjà expliqué dans la formation sur l'auto-érotisme, qui est une formation extraordinaire. Et je vous invite à la suivre. Le désir est une entité. Il n'y a pas que le désir sexuel, il y a le désir dans beaucoup de domaines. Mais si vous arrivez à maîtriser le désir sexuel, vous maîtrisez toute forme de désir. Car le plus puissant de tous les désirs, c'est le désir sexuel. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous arrivez à maîtriser le désir sexuel, alors vous avez maîtrisé tous les désirs et vous êtes maître de vous-même. Et donc, lorsqu'on rentre dans le désir, d'ailleurs, vous ne pouvez pas refuser le désir, que si vous refusez de rentrer dans le désir, vous allez faire un refoulement. Et le refoulement va vous conduire euh, euh, à des rêves souillés, à des rêves dans lesquels vous faites l'amour, parce que vous avez refoulé le désir. Vous avez culpabilisé le désir, vous avez rejeté le désir, vous avez jugé le désir. On appelle ça le jugement du désir. Le jugement du désir, c'est de traiter le désir en bien ou en mal. Et quand ce jugement du désir arrive, eh bien, il se produit un refoulement. Alors que le principe premier des choses fait entrer les choses dans la neutralité. Le désir lui-même, il est neutre.
Est-ce que vous voyez? Et donc, la seule chose qui compte, ce n'est ni la masturbation, ni le désir, ni l'éjaculation, c'est la maîtrise. La maîtrise qui vous conduit à votre souveraineté. Est-ce que dans une pratique comme la masturbation ou l'auto-érotisme, est-ce que vous êtes souverain? Est-ce que vous êtes le souverain? Est-ce que vous êtes le maître? Est-ce que c'est vous qui avez la maîtrise des choses? Parce que si vous n'avez pas la maîtrise des choses, alors vous créez une entité qui va vous dominer et qui va vous conditionner à une forme de masturbation dans laquelle eh bien, vous ne serez pas le maître. Mais lorsque vous commencez à pratiquer l'auto-érotisme, si vous voulez, et cette fois-ci, lorsque vous rentrez de plein pied dans le désir, mais que c'est vous qui maîtrisez le désir, en n'en faisant pas aboutir l'éjaculation et en maîtrisant cette éjaculation-là et donc ce désir, et en pratiquant d'autres techniques que j'ai données dans la formation qui sont la respiration et la montée de la Kundalini, si vous faites ça, alors vous verrez qu'en réalité, tout comme chez le dieu Atum, le principe premier de la masturbation permet à tout individu justement de remonter son énergie de vitalité. Il y a même une histoire dans laquelle vous allez trouver ça dans les mythes égyptiens où généralement le dieu Seth cherche toujours à abuser de Horus. Et donc, il a voulu sodomiser Horus et Horus a mis sa main en dessous. Et donc, c'est dans la main d'Horus que Seth a libéré sa substance. C'est ce qui est dit. Rappelez-vous que la main d'Horus ou la main, c'est un principe féminin. Comme la main d'Atum, c'est direct nature, c'est le féminin sacré. Ça veut dire qu'en réalité, le dieu Seth croyait sodomiser Horus, mais en fait, Horus lui a donné une femme. Et le fait d'avoir éjaculé dans la main d'Horus a été considéré par Isis ou Aset comme une impureté. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? La déesse Aset a coupé la main de son fils. Vous savez, dans les légendes, les dieux, on leur coupe la tête, on leur coupe la main, ça revient. Et donc, on a coupé la main du dieu Horus parce que sa mère a estimé que son fils avait la main souillée. Ce qui veut dire déjà en clair que l'éjaculation, qui est donc associée à la masturbation, vous voyez, puisque la masturbation dans son origine est relative à la souillure de l'éjaculation, donc le fait d'avoir le liquide dans la main, vous voyez donc que, comme je le disais, la maîtrise vient du fait qu'on ne va pas à l'éjaculation. Et donc, dans cette parabole, dans cette image, eh bien, la déesse a dû couper la main de son fils. Et qu'est-ce qu'elle a fait ensuite? Eh bien, justement, elle a trouvé une stratégie ou un stratagème pour piéger le dieu Seth. Un stratagème dans lequel, naturellement, on verra la naissance, n'est-ce pas, du dieu lunaire qu'on appelle le dieu Thoth-Djeuti dans une autre cosmologie ou cosmogonie. Donc, il s'agit donc du fait que c'est assez drôle quand même, hein, la déesse Aset elle-même va masturber son fils. Vous voyez, c'est assez bizarre. C'est elle-même qui va masturber son fils. Elle va recueillir le liquide qu'elle va mettre sur de la laitue. Vous savez, la laitue est mangée souvent par le lapin qui est également une autre représentation dans la tradition égyptienne qu'on verra. Et donc, sur la laitue, et d'ailleurs, la laitue a une symbolique spirituelle, puisque c'est en relation avec le lapin. Et donc, sur la laitue qu'il va donner à manger, n'est-ce pas, au dieu Seth, et le dieu Seth, en mangeant la laitue, va tomber enceinte. C'est assez curieux. Il va être enceinte et va donner naissance. En fait, le dieu lunaire va lui sortir par la tête. Donc, il y a plusieurs façons dont ces mythologies ont été contées. Il va sans dire que, quoi qu'on dise, il n'y a pas un jugement dans la tradition égyptienne, il n'y a pas un jugement contre la masturbation. Ça n'existe pas. Autrement, on ne poserait pas le dieu pilier Atum comme un dieu apparu donc à Héliopolis en train de se masturber. Ce n'est pas possible. Je ne dis pas non plus que ce que le dieu fait, que l'humain va le faire, mais ce qui est important, c'est que
l'Égypte antique n'a pas nié le principe de la masturbation. C'est qu'il existe un principe premier de cela. Mais comment est-ce que l'humain peut vivre cette expérience ou cette expérience-là? Et c'est ce que je vous dis. Parce que dans la vie du dieu Atum, le dieu Atum, il représente à la fois le féminin et le masculin. Et donc, dès que lui, il se masturbe, c'est comme s'il se masturbe à l'intérieur de lui-même. Et donc, ça veut dire que son liquide séminal n'est pas perdu, puisque son liquide séminal est à l'intérieur de lui-même. D'ailleurs, c'est ce qui montre qu'il va l'avaler. Vous voyez, le fait de l'avaler représente le serpent qui se mord la queue. Or, le serpent qui se mord la queue est l'identité même du Noun. Et donc, Atum représente le serpent qui se mord la queue. Or, la queue, c'est naturellement l'organe sexuel, et donc, se mordant la queue, eh bien, sa vitalité est à l'intérieur, et c'est à l'intérieur d'Atum que l'Énéade est né. L'Énéade n'est pas né à l'extérieur du dieu Atum, il ne faut pas confondre les choses. L'Énéade est né à l'intérieur, car les créations naissent à l'intérieur. Comme l'enfant est créé à l'intérieur de la maman, les créations naissent à l'intérieur. Les créations peuvent apparaître après à l'extérieur, mais ça naît d'abord à l'intérieur. Maintenant, dans le processus de la femme, c'est que la femme va éjecter l'enfant, mais ce n'est pas la même chose en matière de création des univers et des mondes. Est-ce que vous voyez, dans le principe de la création des univers, c'est comme une glace qui se forme à l'intérieur d'une eau. Donc, ça veut dire qu'en fait, le principe grossier est toujours à l'intérieur du principe subtil, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, il va sans dire que le dieu Atum, qui représente également l'auto-érotisme, montre que, en réalité, c'est le chemin de la maîtrise qui compte. Est-ce que je dois faire une chose ou je ne dois pas faire ça? Parce que c'est le dilemme qui se pose aux gens. Le dilemme ne concerne pas seulement la masturbation, mais ça concerne beaucoup de choses de leur vie. Est-ce que je dois faire ci? Tout le monde veut qu'on lui dise non, ne fais pas ci, oui, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ce n'est pas comme ça que le monde marche. Il y a un principe que j'aime beaucoup, que je vais partager avec vous. Les gens qui ont suivi le cours sur les chakras connaissent ce principe. Ce principe dit ceci, c'est le principe lié au chakra du cœur. L'amour est tout. Ensuite, fais ce que tu veux. Oui, j'adore ce principe. L'amour est tout. Ensuite, fais ce que tu veux. En fait, ça veut dire simplement que pour celui qui a trouvé le principe premier de l'amour, son acte qu'il pose ne s'insère plus dans les concepts du bien et du mal. Son acte transcende le bien et le mal. Et pour le comprendre, il faut transcender le bien et le mal. Parce que vous serez surpris de le voir agir d'une certaine manière et agir d'une autre manière. Mais tôt ou tard, vous comprendrez qu'il agit vraiment bien, avec grand B. Parce qu'il agit à partir de l'amour. L'amour transcende le concept du bien et du mal. L'amour est tout. Ensuite, fais ce que tu veux. Je vous passe ce principe. Je vous dis que le secret fondamental de l'amour, c'est la maîtrise. Alors, en toute situation, ne vous demandez pas, est-ce que je ferai ci, est-ce que je ferai ça? Posez-vous la question, où est ma maîtrise? Est-ce que je maîtrise la chose? Est-ce que je suis maître de la situation? Est-ce que je suis le souverain de la situation? Que ce soit dans le cadre de l'alcool, que ce soit dans le cadre des sorties, que ce soit dans le cadre de fumer la cigarette, que ce soit dans le cadre de faire ci ou de faire ça. La chose la plus difficile à réaliser, c'est la maîtrise. La question de la maîtrise, c'est que est-ce que vous êtes maître? Est-ce que vous êtes le maître de la situation? Est-ce que vous êtes le souverain? Si la réponse est oui, alors vous n'avez de compte à rendre à personne. C'est important de trouver son équilibre parce que c'est en trouvant votre équilibre que vous trouvez la maîtrise. Et c'est quand vous êtes maître que vous recherchez continuellement l'équilibre. Vous savez, il n'y a pas de je ne dois faire que ceci et je ne dois jamais faire ça. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui fait fonctionner l'univers. L'univers a besoin du bien et du mal, du plus et du moins, de l'inférieur et du supérieur,
de l'intérieur et de l'extérieur. L'univers s'est composé avec, mais cette polarité ou ces polarités multiformes n'échappent jamais à la maîtrise de l'univers, car l'univers demeure le maître qui sait utiliser la polarité. Il en est de même des relations avec les gens. Ne dites jamais, lui, il est éternellement mon ennemi et lui, il est éternellement mon ami. Faites attention, parce que celui qui est votre ami aujourd'hui peut devenir votre ennemi demain. Et celui qui est votre ennemi aujourd'hui peut devenir votre meilleur ami. Et donc, la question n'est pas de prendre position. La question est de trouver son équilibre par la voie de la maîtrise. Est-ce que malgré tout ce qui se passe, je suis dans la maîtrise? Est-ce que je maîtrise la chose? L'amour est la véritable maîtrise. Je vous le garantis. Donc, nous terminons avec ce chapitre sur la masturbation. Je vous rappelle que je ne vous ai pas dit, et c'est vrai, certaines personnes seraient déçues, tant mieux, vous allez trouver vous-même la réponse. Quand on est déçu des fois, il faut trouver soi-même le chemin. Des gens seraient déçus que je n'ai pas dit, oui, c'est bien de faire la masturbation, non, ce n'est pas bien de faire la masturbation. Je ne suis pas dedans. Est-ce que vous comprenez? C'est en cela qu'on dit, ou des gens m'appellent maître, non pas que je sois leur maître, parce que j'ai appris sur un bon nombre de choses à être maître de moi-même. Et donc, vous pouvez faire pareil. Sur la question de la masturbation, posez-vous la question, est-ce que vous êtes le maître ou est-ce que vous êtes l'esclave? Alors, si vous êtes l'esclave, ça veut dire que en réalité, ben, vous devez changer de disposition par rapport à la masturbation. Vous devez l'arrêter et commencer à vous poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je dois faire pour être le maître de la situation? Quand on est maître d'une situation, c'est qu'on peut s'en passer. Mais quand on n'est pas maître d'une situation, c'est qu'on ne peut pas s'en passer. Et donc, commencez à vous poser la bonne question. Est-ce que je suis souverain de la pratique? Et je vous ai montré comment on peut être souverain en étant maître du désir. Mais quand vous maîtrisez le désir sexuel, sous quelque forme que ce soit, vous maîtriserez n'importe quel désir. Et vous devenez naturellement une personne sage. Une personne sage ne prend jamais de position dans le bien contre un mal, non. Une personne sage est sage parce que cette personne est maître d'elle-même. Et quand on est maître de soi, on est souverain. Lorsqu'on dit des choses, on dit des choses de sagesse. Alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes sage? Est-ce que vous souhaiteriez être sage dans cette histoire de la masturbation? Est-ce que vous aimeriez être en paix avec vous-même? Est-ce que vous aimeriez sortir du jugement de la masturbation? Est-ce qu'enfin, vous allez comprendre que la véritable solution des choses se trouve dans la neutralité du principe premier des choses? Si je vous ai apporté quelques lumières par rapport à ce sujet, c'est tant mieux. Mais la véritable lumière, c'est lorsque vous la trouverez vous-même, lorsque vous trouverez votre équilibre, lorsque vous trouverez votre maîtrise, lorsque vous serez enfin souverain. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule sur la masturbation. Faites-en bon usage et que les bénédictions soient.